Donc les objectifs, mieux comprendre les notions de stockage et de flexibilité, qui sont relativement nouvelles pour la plupart d'entre nous. Donc on va essayer de creuser ça, voir l'intérêt pour les projets citoyens et ce qu'on peut en faire, et essayer de positionner le mouvement ENRC sur ces deux sujets, voir un peu comment on s'en empare et quelle position on adopte là-dessus. On commencera par un brise-glace rapide pour se réveiller après un repas copieux. Un peu de contexte et de théorie qui ne sera pas la partie la plus amusante, mais qui nous a paru nécessaire, que j'assurerai. On aura le témoignage de François Thierry à ma droite, de Partenaire Grand Est, et on finira par une table ronde participative intitulée ENRC, stockage et flexibilité. Est-ce que vous êtes prêts? Parfait. Très bien. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire sur le stockage et la flexibilité. Il y aura une deuxième partie de ce brise-glace. Cette fois-ci, je vais vous demander de me répondre à main levée à deux questions. La première, c'est comment estimez-vous vos connaissances sur les sujets stockage et flexibilité? Alors, pour répondre à main levée à cette question, on va mettre sa main à une certaine hauteur. C'est une technique que j'ai inventée. Si vous êtes expert plus, vous avez déjà donné des conférences, vous mettez votre main tout en haut. Si vous avez déjà été curieux, vous avez lu des ressources, des guides, des études, ce genre de choses, vous mettez votre main au niveau de la tête. Et si vous êtes néophyte, vous mettez votre main au niveau de la table. Alors, voyons voir ce que ça donne. On a une majorité de moyens, quelques experts. Parfait. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous pensez que ces sujets présentent un intérêt pour les projets citoyens? Même réponse, tout à fait, tout en haut. Ah. Ok, il y a des gens très très motivés par les sujets stockage et flexibilité. Me voilà rassuré. Merci. Fin du brise-glace. Et oui, pardon, je réfléchissais pendant que vous vous présentiez que je ne m'étais pas présenté. Donc je m'appelle Colin Hérault, je suis salarié de l'association Sirena Réseau de Nouvelle-Aquitaine qui vous accueille pour cette belle journée avec énergie partagée. Voilà qui est fait. On attaque le vif du sujet. Donc des éléments de contexte pour un peu se remettre dans le bain des actualités, voir un peu pourquoi on parle de stockage et flexibilité aujourd'hui. Donc j'ai commencé par ces éléments sur les heures négatives, donc, qui ont beaucoup fait parler d'elles ces derniers mois et ces dernières années, avec deux graphiques. À gauche, l'évolution du nombre d'heures à prix négatif par an en France. Donc si vous arrivez à lire à peu près... donc en 2017, il y a eu les premières heures négatives qui sont apparues et ça a très vite augmenté pour atteindre presque 450 heures à prix négatif en 2025. Et les projections de Enedis notamment disent que ça va doubler ou tripler d'ici 2030. Donc un fort enjeu là-dessus qui pose des problèmes aux producteurs. Et aussi la répartition horaire des heures négatives. Il manque un bout de titre. Donc les heures négatives sont à majorité entre midi et 16 heures. Donc le pic de début d'après-midi, on sait qu'il y a une forte production solaire et où il n'y a pas la consommation en face pour absorber ces pics de production. Donc Elspul a estimé que c'était 1,6 TWh de production PV qui ont été perdus en 2025 à cause des heures négatives, là où les producteurs doivent arrêter leur centrale. Donc ça a des effets assez énormes. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que stockage et flexibilité peuvent être des solutions face à ce problème. Donc premier élément de contexte, les heures négatives. Deuxième élément de contexte, l'électrification. Donc on sait qu'il y a une stratégie d'électrification des usages en France qui a pris un petit coup de boost récemment et qui avait déjà été étudié par l'ADEME dans leur scénario 2050. Donc actuellement, en 2021, on avait 24% de part d'électricité dans la consommation énergétique. Et dans les 4, voire 5 scénarios de l'ADEME, on doit monter à minima à 42% d'électrification. Donc on sait qu'on va avoir un développement fort des usages électriques qui va encore poser cette question des heures négatives et de la flexibilité. Donc deuxième élément de contexte, l'électrification. Troisième élément de contexte, l'augmentation et le développement des ENR. Donc c'est un petit tableau qui est tiré de l'atelier énergie mix d'Eclair, qui reprend les principaux résultats des 3 scénarios de RTE, Négawatt et l'ADEME, et qui dit pour chaque énergie renouvelable en puissance et en nombre d'installations comment ça va augmenter.
Donc je ne vais pas tout détailler, mais en gros, l'éolien terrestre va beaucoup augmenter, le photovoltaïque va beaucoup augmenter, l'éolien offshore va beaucoup augmenter. Donc une forte progression des ENR en France qui va encore plus poser cette question de flexibilité et de stockage. On va parler maintenant flexibilité. Alors, désolé pour les amateurs de yoga, mais on ne va pas parler d'étirement. On va parler de flexibilité énergétique, qui est un petit peu plus complexe. Donc j'ai essayé de résumer avec ce schéma qui présente un peu de quoi on parle quand on parle de flexibilité. L'idée, c'est d'adapter les consommations, les périodes de consommation aux périodes de production et d'étaler la consommation pour éviter les pics au moment où il y a peu de production. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma. Donc les pics qui sont en matinée et en soirée, on va essayer de les déplacer au moment des productions solaires, par exemple, pour essayer de limiter les pointes et de décaler aux heures creuses. Donc il y a aussi un intérêt économique là-dessus. Et aussi essayer d'étaler la consommation pour faciliter l'intégration des ENR au mix électrique. Sur un peu plus de théorie, donc la flexibilité énergétique, ça concerne soit un moyen de production, de consommation ou de stockage. Ça se définit comme la capacité à modifier le moment de l'injection ou du tirage à la demande. Ça va être nécessaire pour assurer à tout instant l'équilibre du système électrique. Ça va être un fort enjeu de la transition énergétique, puisqu'il n'y aura pas de transition énergétique réussie sans flexibilité, à cause des ENR non pilotables. Historiquement, on avait une grosse production nucléaire, et on adaptait cette production nucléaire à la demande, notamment en décalant les consommations la nuit. Et désormais, on va essayer d'adapter la demande à la production ENR. Donc on a un peu un renversement de stratégie là-dessus, et de décaler les consommations au moment des pics de production. Et bien sûr, on n'oublie pas la sobriété, puisqu'il faut consommer mieux et consommer moins. Des exemples de flexibilité, il y en a plein, mais je vous en ai mis quelques-uns. La programmation des chauffe-eau, le système heure pleine, heure creuse, c'est de la flexibilité. Les boîtiers intelligents, les consignes de recharge pour véhicules électriques, le stockage, qui est une forme de flexibilité dont on reparlera plus en détail. Les avantages et des exemples d'usage. Donc faciliter la stabilité du réseau, éviter les pics de consommation, permettre le développement des ENR, protéger les producteurs d'épisodes de prix négatifs, on le disait. Pour les interventions, on va attendre la table ronde de tout à l'heure. Merci. Permettre aux consommateurs de profiter des prix plus faibles aussi. Et sur les équilibrages, on va avoir différentes formes d'équilibrage selon les temporalités. Donc l'équilibrage intersaisonnier, réduire la pointe hivernale, décaler les consommations en été quand l'électricité est plus abondante, le système heure d'été, heure d'hiver qui arrive, le stockage long terme, tout ça, ça va rentrer dans l'intersaisonnier. L'équilibrage interjournalier, donc par exemple au niveau d'une semaine, à essayer de décaler les consommations vers des journées ensoleillées ou les week-ends. Et l'équilibrage horaire au sein d'une même journée, ça va être éviter les pics de consommation du matin et du soir et de décaler les consommations sur la production solaire. Le stockage. Le stockage, c'est la mise en réserve d'une quantité d'énergie dans un système pour une utilisation ultérieure, et c'est pratiqué depuis longtemps. Donc en fait, on connaît en France les STEP, stations de transfert par énergie et pompage, depuis les années 70, qui sont une forme de stockage d'énergie. Et le stockage fait beaucoup parler de lui depuis les objectifs de transition énergétique et depuis le développement des ENR, qui vont avoir besoin de stockage pour augmenter dans la part de production. Et aussi parce que le coût de stockage est en baisse significative depuis quelques années. Donc le coût des batteries notamment a énormément réduit, ce qui les rend de plus en plus intéressantes d'un point de vue économique. Donc les avantages du stockage, optimiser les périodes de production et de consommation, favoriser le modèle économique des projets également, éviter les heures négatives et stabiliser le réseau électrique. Je voulais faire un focus sur les unités. Donc pour les installations de production d'énergie, je pense qu'on connaît bien, mais je rappelle qu'on parle de puissance installée en kilowatts crête, qui est la taille de la centrale, et de production d'énergie en mégawattheure ou gigawattheure sur une durée donnée, par exemple une année. Et pour le stockage, on va parler de mégawatts pour la puissance de charge ou de décharge à un instant donné, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez pouvoir stocker ou déstocker votre énergie, et de mégawattheure de capacité, c'est-à-dire combien votre système de stockage pourra accueillir d'énergie en tout quand il sera chargé à fond.
Un peu de vocabulaire sur de quoi on parle quand on dit consommation-production. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau d'une maison, par exemple, qui va consommer sur place et produire via ses panneaux. Donc ça, c'est maîtrisé. Et par contre, sous-tirage-injection. Sous-tirage, c'est quand on va tirer du réseau de l'énergie. Et injection, quand on va injecter sur le réseau. Tout ça pour expliquer différents types de stockage. Donc le stockage standalone, qui est un stockage seul, c'est-à-dire que vous avez une installation de stockage qui va être connectée au réseau et qui pourra injecter, soutirer selon les heures de production et de consommation idéales. Le stockage colocalisé, ça va être un site avec production, donc une centrale solaire par exemple, mais qui n'aura pas de consommation de soutirage, c'est juste une centrale isolée. Par exemple, une centrale, un champ de panneaux solaires avec batterie, on voit ça maintenant, des grosses installations de développeurs qui combinent production et stockage pour, par exemple, éviter les heures à prix négatif. Ils vont aller stocker dans des batteries plutôt que d'injecter ou de bloquer leur centrale. Les centrales d'équilibrage, qui sont les centrales appelées en dernier pour fournir les pics de demande. Actuellement, ce sont les centrales à charbon qui jouent ce rôle, mais on pourrait avoir d'autres types de centrales. Et bien différencier les batteries stationnaires, qui sont des batteries fixes, et à différencier des batteries embarquées qui sont celles des véhicules électriques par exemple. Au niveau des prévisions, dans la PPE3, on n'a pas d'objectif de stockage et il n'y a pas de soutien public au projet stockage. Donc le gouvernement mise sur un développement de la filière via l'intérêt économique. On sait que ça devient de plus en plus intéressant pour les développeurs d'installer des projets avec stockage, donc le gouvernement mise là-dessus pour un développement de la filière. Les prévisions RTE, ça va être 2,8 gigawatts de batterie en France en 2030, donc une multiplication par 2 par rapport à 2025. Dans les scénarios futurs énergétiques 2050 de RTE, ils font un lien fort entre développement du photovoltaïque et développement du stockage. Donc plus il y a de photovoltaïque installé, plus il y aura des besoins de stockage. Mais dans les scénarios ADEME, en 2050, ils estiment quand même qu'on pourra à minima avoir 76% du solaire et 90% de l'éolien qui pourrait être consommé sans l'intermédiaire du stockage, donc qui pourrait être consommé au moment même où il est produit. Sur les différents types de stockage, donc c'est un graphique que j'ai repris d'une étude de l'ADEME qui reprend un peu tous les types de stockage qu'on peut avoir. Donc les steps dont on a déjà parlé, que j'entoure en rouge, il y en a plusieurs formes, donc les condensateurs, les bobines, les volants d'inertie. En vert, vous avez tout ce qui est batterie avec les différentes compositions chimiques des batteries, le stockage de chaleur en haut et ce qu'on appelle le power to gas to power, qui est le stockage d'énergie sous forme de transformation de gaz, donc notamment hydrogène et méthane. Donc en ordonnée, vous avez la durée de stockage, donc certains usages qui sont faits pour des durées très courtes, et en abscisse, la capacité de stockage, donc avec différentes technologies pour différentes durées et capacités. Et je vais vous en détailler 3, donc les 3 qu'on retrouve le plus souvent et dont on parle le plus, à savoir les steps, les batteries et le power to gas to power. Voilà. Sur les steps, donc on l'a dit que c'était la forme de stockage historique en France depuis les années 70, avec des gammes de puissance en turbinage qui sont de l'ordre entre 100 et 3 gigawatts, donc des puissances assez énormes, avec un temps de décharge qui varie entre 4 et 40 heures, et un temps de démarrage de quelques minutes, pour un rendement à 70-80%. Donc ça, c'est tiré d'une étude de l'ADEME. Actuellement, on a 6 steps en France pour 5,2 gigawatts de puissance en turbinage et un peu moins en pompage, qui datent des années 70, donc entre 1967 et 1987. Les steps présentent l'avantage d'avoir une très bonne variabilité stockage-déstockage, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un moment où vous stockez à un moment où vous déstockez très rapidement. Donc c'est parfait pour de la flexibilité journalière ou hebdo. Par contre, ils ont un potentiel de développement très limité, puisqu'on a des conséquences sociales, environnementales assez fortes. Et le scénario 2050 de l'ADEME estime qu'on pourra rajouter maximum 2 gigawatts en pompage, donc pour un total de 7,2. Sur les batteries stationnaires, toujours tirées d'une étude de l'ADEME, donc les gammes de puissance généralement inférieures à 100 MW, un temps de décharge entre une demi-heure et 4 heures, et un temps de démarrage très rapide inférieur à 1 seconde, pour un rendement entre 80 et 85%. Donc les batteries stationnaires très efficaces pour du cyclage journalier, donc stocker le jour ou l'après-midi quand il y a de la production solaire pour injecter le soir lors des pics de demande.
Par contre, pour un gros déploiement, on a un fort enjeu ressources et une concurrence avec les batteries embarquées qui, selon l'ADEME, représenteront un besoin 3 fois plus fort que les batteries stationnaires. Sur la capacité installée en France, ce graphique représente l'évolution entre 2019 et 2025 des batteries stationnaires. Donc on voit que la progression est fulgurante depuis 2021, avec aujourd'hui 1600 MW installés, enfin 2025, pardon, et un coût des batteries qui a été divisé par 5 entre 2015 et 2025, donc en 10 ans, d'après SPUL, ce qui explique aussi la rapidité de la progression depuis quelques années. Et enfin, sur le power to gas to power, donc je rappelle, c'est utiliser de l'électricité pour transformer un gaz, le stocker, et ensuite utiliser ce gaz pour produire l'électricité quand on en a besoin. Donc des gammes de puissance entre 100 et 1000 MW pour les centrales gaz, un temps de décharge supérieur à 24 heures. Pardon pour ce diapo un peu trop sensible. Un temps de démarrage rapide et un rendement total par contre de seulement 25 à 35%, puisque vous avez la conversion en gaz qui vous fait perdre une partie de l'énergie, ensuite la reconversion en électricité qui vous fait perdre également une partie. Donc ça permet aussi de stocker à très long terme, c'est le principal avantage, notamment à échelle saisonnière, stocker en été pour utiliser le gaz en hiver. Par contre, mauvaise rentabilité et mauvais rendement encore aujourd'hui, qui limite son déploiement à grande échelle. Sur l'avantage et les limites du stockage, donc rapidement, les avantages: disposer d'énergie à l'endroit de la consommation, ce qu'on appelle la corrélation géographique au moment de la consommation, corrélation temporelle. Stocker les énergies variables et en disposer au moment opportun, c'est le principe même du stockage. Renforcer la résilience du système énergétique face aux aléas en sécurisant les approvisionnements et optimiser le dimensionnement des systèmes de production en minimisant leur puissance. Le fait d'éviter ces pics de consommation, ça va permettre de limiter la puissance globale installée et en limite le coût de déploiement, les impacts environnementaux et la perte de rendement quand on convertit l'énergie pour stocker. Rapidement, le lien entre stockage et flexibilité. Donc, citation de l'ADEME, le besoin en capacité de stockage est intimement lié à l'importance des autres flexibilités et en particulier de la flexibilité de la demande. Donc, les scénarios ADEME supposent dans la plupart des cas un fort engagement des consommateurs dans le décalage de leur soutirage, par exemple véhicules électriques, produits blancs, climatisation, chauffage, et de l'effacement industriel. Donc plus on aura de la flexibilité au niveau des demandes de consommation, moins on aura besoin de stockage, avec un tableau qui estime à chaque fois, selon le scénario de l'ADEME ou de RTE, plus ou moins flexible, quel effet ça aura sur les capacités de stockage. Donc je ne vous détaille pas les chiffres, mais vous aurez le diaporama pour lire ça tranquillement. Et c'est la fin de la partie contexte et théorie. Donc c'était un peu pour rappeler les grandes lignes, qu'on sache de quoi on parle. C'est ce que j'ai trouvé sur différentes sources, ADEME, SPUL, Négawatt notamment. Donc ça permettra d'alimenter nos débats de tout à l'heure. Donc c'était la partie théorique et je laisse la parole à François pour un exemple beaucoup plus concret. Merci Colin. Je ne vais pas vous dire bonjour, on s'est déjà dit bonjour une paire de fois aujourd'hui. Voilà, je me présente, François Thierry. Je suis président de Partenaires, une nouvelle association qu'on a créée il y a à peine 3 ans dans le Grand Est, dans les Vosges précisément. Je suis là avec mon épouse Fanny qui est également investie dans l'association. Alors l'idée, c'est pas... Je ne suis pas un technicien du stockage, je ne suis pas un technicien du tout, j'aime bien la technique, mais je ne suis pas un technicien. On n'est pas tout seul puisqu'on est une équipe, on va en reparler tout à l'heure. Donc les compétences, si on avait dû amener toutes les compétences pour vous expliquer tout, il fallait qu'on soit tous ici, tous les gens de l'équipe. Ce qui n'était pas prévu, parce qu'ils sont sur le toit en train de monter les panneaux solaires, là, aujourd'hui même, donc chez nous, on monte notre première centrale de 32 kW sur un toit. Et donc, ils m'ont envoyé une photo au soleil. Il ne faut pas se fier à la photo, puisqu'il y a une bise où il fait peut-être à peine 10 degrés là-bas. Donc, merci de m'avoir invité. Encore qu'ici, ça caille. Il fait quasiment aussi froid que sur le toit, mais voilà, quoi. Donc, on a des équipes qui bossent. Donc,
Oui. Alors, comment ça a démarré? Alors, je ne suis pas là pour vous faire l'exégèse de notre association, mais je voulais quand même vous dire la façon dont on a avancé, voilà, et pourquoi on en arrive à parler de stockage et comment il se trouve que je suis ici pour vous parler de stockage. Donc, c'est la journée de lancement le 30 septembre, on n'a même pas mis l'année, c'est en 2024, je crois. Je ne sais plus trop juste. Bref, on a commencé par vouloir mobiliser les gens autour de la question de l'énergie et tout. On a fait donc une première réunion qu'on a voulu assez technique en mettant des panneaux, en mettant des choses très précises. On a réuni plus de 100 personnes, on a engrangé tout de suite 150 adhérents dans l'association sur la vague promesse de monter une association d'autoconsommation collective, terme dont personne ne connaissait ni l'intérêt, ni voilà. Et nous, à peine d'ailleurs, puisqu'on a commencé là aussi, quoi. Pendant cette journée-là, on a voulu mettre des choses très précises pour sortir les gens de finalement la pensée un peu unique que l'énergie, ça appartient à EDF, l'énergie électrique, ça appartient à EDF, qu'il y a un monopole, qu'on ne peut pas s'en préoccuper, que ça ne nous concerne pas. Et donc, on a mis plein d'exemples qui permettent aux gens de bien estimer ça. Par exemple, on a mis une bâche jaune sur le sol d'1 mètre carré avec un fût d'huile de 200 litres dessus, enfin de gasoil, en disant, bah ouais, c'est l'énergie, 1000 kW à l'année. Voilà, enfin, ça permet de dimensionner les choses par rapport à la capacité énergétique, la valeur de la surface nécessaire pour faire 10 000 km en voiture. Si je vous pose la question, vous qui êtes spécialiste, vous allez me dire combien tout de suite il faut de mètres carrés de panneaux pour faire 10 000 km en voiture. 10. Voilà, bon, merci. Voilà. Alors, on a tout de suite placé des conditions, enfin, ce qu'on voulait faire. C'est notre organisation qu'on a voulu bien séparer la partie consommateur, la partie apporteur de capitaux, la partie apporteur de surface, où chacun pouvait se trouver concerné par l'un ou l'autre des sujets, mais pas forcément les trois à la fois, ou les trois à la fois, voilà quoi. Parce qu'il nous semblait important que quelqu'un qui est dans un appartement, qui n'a pas de surface, qui n'a pas de moyens, puisse participer en étant consommateur. Et ça a beaucoup surpris les gens quand on leur disait que le fait d'être consommateur était un vrai intérêt pour nous. Voilà, quoi. Et de la même façon, celui qui avait des toits pouvait participer en louant son toit et celui qui a un peu d'argent pouvait le placer. Et on essaie de faire en sorte que chaque élément a sa part de rentabilité. C'est-à-dire qu'on rentabilise, on a un peu parlé ce matin, mais on rentabilise les capitaux apportés. On essaie de faire en sorte que les consommateurs bénéficient d'une électricité un peu moins chère et stable, et que celui qui met ses surfaces à disposition ait une rentabilité au travers d'une location de ses surfaces. Et tout ça, c'est géré par partenaires. Là, c'est un vieux graphique. Et il y a Enersic, on va en reparler tout à l'heure, qui se trouve au milieu et qui joue le rôle de PMO et d'organisation. Ça, c'est notre territoire. La communauté de communes s'appelle Vosges côté sud-ouest. Donc voilà, je me suis retrouvé ici en territoire de connaissance. On est dans le sud-ouest des Vosges. Voilà, c'est une communauté de communes. Et on a déposé dès le début 3 cercles d'autoconsommation pour couvrir l'ensemble du territoire, puisqu'on voulait que l'ensemble de notre territoire soit concerné. Et en fait, on a placé un 4e cercle, on pourra toujours expliquer pourquoi après. Voilà. Ça, vous vous occupez pas trop des chiffres qui sont dedans, c'est quelque chose qu'on a montré notamment aux collectivités et au monde économique, pour démontrer que mettre des panneaux en autoconsommation collective sur le territoire avait un vrai impact économique sur le territoire, avec un reste sur le territoire. Bon, c'est un peu grossier, mais ça disait ça pour dire, ben voilà, on arrivait à 300 000 euros, c'est même 450 000 sur 30 ans. Enfin, je ne mettrai pas plus ma main à couper là-dessus, mais enfin voilà, ça donnait un peu une idée, et ça a suscité tout de suite de l'intérêt, autre que de dire, tiens, ils veulent faire un peu d'électricité autoconsommée. Non, c'est aussi un intérêt économique. Et ça pèse beaucoup dans nos décisions après, de dire, nous on veut peser y compris sur l'économie du territoire, donc ça suppose un niveau d'autoproduction important et un niveau d'autoconsommation important. Et les conditions de l'autoproduction et de l'autoconsommation, aujourd'hui, enfin, à notre avis, passent en partie par le stockage.
Voilà. C'est aussi un élément qu'on montrait. Donc ça, c'est le prix de l'électricité. En bleu, c'était le prix constaté jusqu'en 2024. En rouge, c'était la projection de 12 ans sur le prix qu'on voyait progresser ad vitam aeternam comme ça. Et en vert, le prix prévu de l'électricité, donc un prix stable. On voulait surtout s'appuyer sur le prix stable dans la partie mobilisation des consommateurs. On voit tout de suite que ça, c'est plus d'actualité non plus. Et dans nos aussi prérequis, on a un comité d'éthique qui surveille tout ce qu'on fait, qui passe à la moulinette d'une éthique toutes nos décisions. Et on s'est engagé à ne pas rentrer dans les histoires d'agrivoltaïsme et de pose au sol. Aujourd'hui, il y a des propositions, notamment au-dessus de vergers, par rapport à la protection des vergers, qui fait qu'on commence à reparler de ça, mais voilà, on est quand même toujours un peu dubitatif par rapport à ça. Alors ça, c'est compliqué. Je suis un peu désolé, mais on a sorti ça. Voilà. Pour reprendre un peu où on en est, donc de 2024, je ne sais pas si ça peut marcher, si j'y arrive, là, mais bon, comment que ça marche ? Ouais. Donc de 2024, notre année de départ, on a créé Partenaire l'association. Peu après, on a créé NRSIC, une société, une SAS sous forme CIC, qui sert d'outil économique à l'association. Et dans le positionnement, vous voyez, elle est un peu positionnée en arrière-plan par rapport à Partenaire. C'est clairement un outil économique. Voilà. Et on a voulu le faire à tel point, c'est que je suis président des deux structures, et le conseil d'administration est grosso modo le même, quoi. C'est vraiment un outil au service de l'association. On a passé presque 2 ans à définir le projet, à rentrer dans le concret des études, et voilà. Donc, notamment avec, là, marqué le GECLAIR. Bon, ça marche pas, ça. Si, là. Le GECLAIR, énergie partagée, enfin, l'ensemble des webinaires et des éléments sur lesquels on a pu s'appuyer pour rentrer dans une étude de faisabilité qu'on a fait faire par Energic étant un peu filiale de Enercop Grand Est, avec des aides Climaction. Climaction, dans le Grand Est, finance largement les études de faisabilité. Pour aussi, on ne l'a pas remarqué là, mais pour faire l'animation de tout ça pendant 2 ans, on a bénéficié aussi d'une aide de Climaction sur le soutien pour la mise en place de tout ça, quoi. Parce que les gens, nos adhérents nous disaient mais qu'est-ce qui se passe, ça avance pas. On a décidé de mettre en place des kits solaires. On ne voulait pas faire ça parce que ça contredit l'autoconsommation collective dans notre idée. En fait, donc, on l'a fait, on a vendu 100 kits solaires, ce qui est pas mal, ce qui fait quand même 80 kW de crête installés sur la région, c'est pas tout à fait rien. Voilà, et contrairement à notre idée de départ, comme quoi, faut pas avoir peur de se tromper, c'est un formidable outil de mobilisation des gens, de compréhension, enfin de formation. Donc ça a fort bien fonctionné, et en même temps, en prenant 100 € de marge par kit, ça nous a aussi permis de financer notre animation. Donc voilà, on arrive là il y a 1 an. Le prix de l'énergie baisse, la flexibilité se met en place, il y a les heures creuses qui se déplacent en journée, en plein après-midi, en été, voilà. Et ça remet tout à fait en cause ce qu'on venait de voir dans notre étude de faisabilité. Et 2 mois après, la réflexion, ça tenait plus debout, quoi, en fait. Et donc là, on est reparti dans la réflexion avec une complexification évidemment du projet et un modèle économique qu'on avait établi un peu facilement, qui est totalement remis en question. Donc à partir de là, on a relancé la machine à réflexion, on a travaillé sur tout un ensemble de choses à mettre en place pour mieux réfléchir et tout. Bon, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais on travaille finalement en démocratie horizontale, voilà et tout. Et on a surtout défini 3 points qui nous semblent totalement centraux si on veut continuer à exister. Arriver à 100% d'autoconsommation sur les centrales posées.
Sans ça, il n'y a pas de viabilité économique. Ça veut dire que pour arriver à 100% d'autoconsommation, il faut maîtriser la clé de répartition. Et donc, on s'est engagé à construire une clé de répartition en imaginant que la clé telle qu'elle était, elle n'allait pas perdurer et qu'il fallait l'améliorer. Qu'en même temps, il fallait étudier la question du stockage, qui nous semblait évident dès lors qu'on regarde des courbes. Alors, jour-nuit, ça se gère encore, la flexibilité, le déplacement des usages, on peut encore un peu gérer. Mais été-hiver, vous ne déplacez pas, vous n'allez pas faire la lessive uniquement en été, pas en hiver. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la question du stockage se pose, pour nous, se posait directement, et notamment du stockage intersaisonnier. Première réflexion, et c'est très lié avec la clé de répartition. Et pour gérer ça, il nous semblait important de devenir responsable d'équilibre. Parce que, alors en Lorraine, en Grand Est, pardon, j'ai encore les vieux trucs, mais en Grand Est, il y a une subvention, on peut avoir une subvention à l'installation des panneaux de Climaction sous la condition qu'on ne soit pas en obligation d'achat, donc qu'on soit en autoconsommation pure. Et pour être en autoconsommation pure, les premières recherches nous ont montré que même Enercop, ils ont dit essayez de trouver une autre solution parce que nous on ne veut plus faire responsable d'équilibre, donc on n'avait pas de responsable d'équilibre, donc on s'est dit il n'y en a pas, donc on va le faire. Et donc on a, dans la réflexion, on n'est encore pas établi. Il y a quand même, on a pris des liens avec des associations qui le font ici en France, notamment dans le Nord. Enfin, on est en train de réfléchir à la question. Donc voilà, ces 3 points-là, on les a menés en réflexion. On a sollicité un chercheur qui est, par le biais d'une visio du GECLER, on a discuté avec lui, qui développe un concept qui s'appelle le SERI, service énergétique, je ne sais plus, intelligent, dedans, enfin bon bref, et qui a été intéressé par notre démarche, qui a dit je vais vous aider. Donc on a essayé de un peu structurer avec lui notre pensée, et au même moment on a vu passer un appel à projet européen qui s'appelle Enercom Facility, qui se proposait d'apporter aux communautés énergétiques une aide de 45 000 € dès lors que le projet tenait la route. On a donc finalement que poser ce qu'on avait prévu. Maxime en est évidemment le témoin, vu que c'est lui qui gérait ça. Et donc le projet a été retenu. On fait partie donc des 2 projets français qui ont été retenus par Enercom Facility parmi les 70 européens. Donc voilà où on en est là un peu aujourd'hui, avec le dépôt du projet Smart Ener, c'est-à-dire que l'idée est même de gérer et la clé de répartition et la clé de répartition est les responsables d'équilibre. L'idée est de faire ça dans une structure peut-être dédiée, peut-être pas. Enfin, tout ça est en réflexion. Et voilà. Donc, on utilise les 45 000 € du projet Enercom Facility à réfléchir autour de ça, à financer un jeune de l'équipe qui est devenu auto-entrepreneur qui est fort en gestion informatique et voilà, qui développe donc la clé de répartition et qui développe des choses avec nous. Mais il est en auto-entrepreneur, on le finance à côté. On n'est pas rentré dans l'idée de prendre un salarié pour l'instant. C'est un engagement, on a juste ces 45 000 € un one-shot pour l'instant, et donc on ne voulait pas prendre un engagement par rapport à un salarié. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc un peu rapidement, parce que tout ça, c'est quand même le résumé de quelques années. Alors, la clé de répartition, voilà. Je vais demander qu'il me file un petit bout de la clé de répartition, ça représente ça sur une paire de pages du bout à bout, avec des entrées, notamment, son idée, c'était d'entrer dans du prédictif par rapport à la météo, d'entrer dans du rebouclage, c'est-à-dire mettre en place un système qui reboucle, qui va chercher le lendemain la réalité de la météo de la production par rapport à la prévision de la veille, donc qui adapte le système, enfin, la prévision météo à la prochaine fois, donc qui affine, voilà, qui sache faire une répartition par rapport à des objectifs, par rapport à des priorités. Donc il y a un EHPAD, il y a 2 EHPAD même, donc peut-être priorité aux EHPAD, enfin voilà, définir des priorités. Et voilà, pour arriver à une répartition qui arrive à 100% et pas forcément ex post comme aujourd'hui. Enfin, l'idée était de s'en départir. Aujourd'hui, on essaie aussi de réfléchir à voir comment on pourrait
faire pour être y compris sur de la captation de valeur, donc de la production à l'instant T et de la consommation de chacun à l'instant T, et de gérer ça donc en direct, notamment par rapport au stockage, c'est-à-dire quand on intervient pour stocker ou si on consomme. La priorité étant de consommer un maximum et de stocker vraiment ce qui est en surplus. Ce qui n'est pas évident à faire uniquement avec des modèles prédictifs. Ça, c'est une photo justement de la centrale inertielle, Inergistrio, le nom de la boîte n'est déjà pas facilement prononçable, mais voilà. Et on a les gens de la commune qui nous montraient ça. Les panneaux, on a 2 rangées de 4 panneaux qui alimentent un moteur qui fait tourner la centrale, qui est sous vide, donc qui tourne très vite, et le soir, la centrale passe en mode récupération d'énergie et fournit, eux, l'idée c'est on met ça et on éclaire la rue avec, voilà, et c'est pas pour mixer avec le reste du réseau et tout, voilà, ils éclairent leur village avec la centrale. Évidemment, le jour où il n'y a pas de soleil, c'est quand même le courant du réseau qui vient éclairer le village, quoi. Mais en fait, ils éclairent beaucoup moins quand c'est le réseau que quand c'est la centrale. Et donc ça, c'est notre, grosso modo, prototype de stockage sable. Donc j'ai mis un bonhomme pour voir un peu la dimension. Là, on a 4 mètres, 5 mètres de diamètre, 4 mètres de haut. Là, on a donc de l'isolation en verre cellulaire, le terme m'est revenu, intérieur-extérieur. Du sable à intérieur où le choix du sable est important, puisqu'il ne faut pas l'idée est de monter à 500 degrés, 500-600 degrés au centre. Donc il ne faut pas qu'il y ait reprise en masse du sable. On ne peut pas prendre de grès, on peut pas... voilà. Donc il faut prendre du sable de silice, de basalte, enfin, des sables quand même assez courants à trouver. L'idée est de valider le système de chauffage par les tuyaux les plus rouges, c'est-à-dire avec un chauffage électrique, bien entendu, mais qui font par circulation d'air qui chauffe le tas de sable. Ce qu'il nous faut comme validation, c'est est-ce que la dimension des tuyaux là est suffisante voilà, pour passer 10 kWh d'énergie. Parce qu'en fait, si on calcule par rapport aux heures qui sont disponibles où l'électricité est pas chère, pour mettre 10 000 kW, voilà, faut avoir une puissance de chauffe entre 10 et 20 kWh. Après, si on chauffait tout l'été tranquille, on pourrait y aller doucement. Donc 10 kWh, c'est beaucoup, mais bon, ça reste à valider. Et l'autre circuit, c'est le circuit de récupération sur le même schéma, donc avec de l'air qui se réchauffe dans le sable, qui passe dans un échangeur de chaleur et qui renvoie la chaleur dans le circuit eau chaude, quoi. Il y a plusieurs solutions voilà, techniques. On peut chauffer avec des sondes, enfin des résistances, c'est jouable. Toute la partie chauffe est très connue, hein. Tous les fours industriels fonctionnent avec de l'électricité. Ça pose pas de soucis. Le sable ne pose pas de soucis. L'isolant reste un peu à calibrer. Ce qui nous reste à calibrer, et on essaie de faire travailler des gens, mais si vous avez des connaissances là-dessus, on est preneur, c'est de dire, ici on a 500 degrés au centre, en combien de temps les 500 degrés arrivent au bord, et voilà, parce que l'idée n'est pas d'amener 500 degrés sur les bords de la cellule. Voilà. Des gens connaisseurs disent non, ça posera pas de problème, mais j'aimerais bien qu'on me dise en combien de temps la chaleur se diffuse. Elle se diffuse évidemment par conduction. Il n'y a pas de convection comme dans un stockage eau. Donc au niveau du sable, ça c'est jouable. Une co-isolation en laine de bois, en paille, en ce qu'on veut, et donc l'idée est quelque chose de plutôt low-tech, quoi. Voilà. Donc ça s'appuie pas sur, c'est pas copié, hein, le dessin il est à nous, mais ça s'appuie sur ce qui a été fait en Finlande, même si on n'a que la photo de l'extérieur, qu'on n'arrive pas à avoir aucun élément de leur techno, voilà. On a des éléments de techno au Danemark où ils utilisent un peu une autre technique. Ils chargent la chaleur par des pompes à chaleur.
haute performance, jusqu'à 250 degrés, et il récupère la chaleur aussi en pompe à chaleur. Il y a un exemple, enfin, il y a une expérimentation comme ça, alors ça doit être vers Toulouse, quoi, je crois ici, Soltech, le projet, qui est de passer, de chauffer une masse et de récupérer, par le biais de turbines, la valeur en électricité. Ouais, ça j'y crois moins parce qu'on remonte tout de suite en techno, on repère en rendement, et voilà. Là l'idée, on a bien vu tout à l'heure, c'est 4 € le kilowattheure, il faut que ça soit le moins cher possible, et voilà pour tenir. Ça c'est notre position, encore une fois. Là j'ai mis tous les points qui restent, enfin beaucoup sont quand même assortis et évalués, c'est isolant en foam glace. Le 10, ouais, voilà, pour passer 20 kWh. La qualité du sable, c'est une question qui reste quand même à trancher, même si elle ne pose pas vraiment de problème. Et la question du gradient de diffusion de la chaleur. Voilà un peu où on en est sur ce point. Et je crois que c'est tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre expérience sur la partie stockage, qui n'est pas une expérience universitaire de recherche, de cabinet d'études, voilà, qui est juste une expérience de volonté d'un groupe qui veut avancer là-dedans et à sa mesure, quoi, hein, pas plus. Voilà, merci bien. Merci beaucoup François pour ce partage. Donc l'idée de cette première moitié d'atelier, c'était de vous donner des éléments de contexte, de théorie sur le stockage, la flexibilité, pour qu'on sache un peu de quoi on parle et qu'on ait un peu des idées communes sur lesquelles se baser pour la suite de l'atelier, et le témoignage de François pour vous illustrer comment un collectif citoyen peut s'emparer de ces questions de stockage et pousser les réflexions pour les implémenter dans les projets. Et on arrive à la deuxième partie de l'atelier. J'ai nommé la table ronde participative sur les sujets énergie citoyenne, stockage et flexibilité. Donc l'idée, c'est que vous soyez les intervenants de cette table ronde participative. En fait, ça se base sur le principe du cercle samoan, pour ceux qui en ont déjà pratiqué. On va avoir 5 personnes qui vont siéger, qui seront les intervenants. Et à chaque fois que vous avez intervenu, que vous avez pris la parole, vous laissez votre place à quelqu'un d'autre qui va vous remplacer. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Ça peut être une question, ça peut être une réaction, ça peut être votre sentiment sur ces questions de stockage et flexibilité, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Toutes les paroles sont bonnes à écouter. Donc j'ai besoin de 5 volontaires, braves et courageux. Vous pouvez venir prendre place directement, allez-y, pas de souci. Ça peut être poser une question, ça peut être réagir. 1, 2... vous pouvez venir ici carrément, on vous verra mieux. 3... Pour les questions de parité d'insertion, on serait ravis qu'il y ait de la jante féminine qui vienne prendre place. Merci. Vous avez les micros qui sont activables. Et donc l'idée de cette table ronde participative, c'est un peu de sonder le mouvement sur ces questions stockage et flexibilité, voir si ça vous intéresse, si ça vous fait peur, si ça vous fait envie, et de préparer la suite de ce travail stockage et flexibilité pour le réseau. Et bien au premier de ces messieurs qui étaient volontaires. Bon, bonjour. Je ne suis pas du tout technicien, donc si je dis une grosse bêtise, on me reprendra. Mais il y a un truc que je ne comprends pas par rapport à votre stockage de chaleur. Donc si j'ai bien compris, vous voulez utiliser du stockage de la chaleur simplement pour les besoins de chaleur, puisqu'il y a une perte si on passe à l'électricité pour refaire de la chaleur. Mais dans ce cas-là, pourquoi partir de l'électricité pour faire du stockage chaleur? Pourquoi pas, par exemple, prendre du solaire thermique, le stocker en chaleur, pour la production de chaleur, parce que là, ça me semblerait beaucoup plus logique, sauf si je fais une erreur technique, et là, on me reprendra. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire que si on se pose la question comme vous la posez, elle est évidente. C'est-à-dire que si on se pose la question de stocker de la chaleur dans un tas de sable, on va se dire, c'est quoi la meilleure façon de mettre la chaleur dans le tas de sable? Nous, l'idée de base, c'est pas tellement de mettre de la chaleur dans le tas de sable, c'est de faire quelque chose de notre électricité qu'on a entre au mois de juillet à 14h. Qu'est-ce qu'on en fait en sachant que le déporter le soir, c'est pas la peine. Enfin, voilà. Donc il faut qu'on fasse un stockage intersaisonnier. Donc on est reparti dans l'autre sens. Mais la réflexion est juste. Et au Danemark, par exemple, ils sont beaucoup plus sur votre idée. Par exemple, ils ont des systèmes de stockage en lac,
alors, les lacs, des anciennes gravières qui couvrent juste d'une bâche, et ils font monter de l'eau à 80 degrés avec des pompes à chaleur, et alimentés par des choses à concentrateur. Ils utilisent des lentilles de Fresnel en énergie thermique, et voilà, ils stockent d'énormes quantités. Ils s'en foutent un peu du rendement, du rafraîchissement, mais c'est sur la quantité, et ils réinjectent ça dans leur réseau de chaleur. Au Danemark, l'ensemble c'est des communautés énergétiques qui sont sur des coopératives, et ils sont tous sur réseau de chaleur. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils n'ont jamais connu ni EDF, ni le nucléaire, ni le monopole, bien leur en aille, et donc ils ont imaginé d'autres choses, dans le sens de ce que vous dites. Mais nous, la déclinaison, elle est inverse, quoi. Voilà. Ok, merci. Moi, dans le même sens, alors je prends mon ancienne casquette qui était bureau d'études. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé sur des choses qui s'appelaient les tunnels à galets, donc qui ont été expérimentés en France, beaucoup, notamment dans les années 75-85, où on stockait de la chaleur effectivement thermique dans des galets, à 3 mètres, et effectivement il y avait un temps de déphasage de l'ordre de 6 mois, et on retrouvait la chaleur estivale. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnaient. Moi, ce que je voulais juste dire, donc là-dessus, il y a de la littérature sur Internet, c'est assez facile à trouver. On peut calculer les temps de déphasage dans le sable et tout, mais pour moi, quand même, ce projet-là, c'est pas du tout un projet low-tech, quoi. Enfin, si je peux me permettre, c'est ce que vous avez présenté là, techniquement, c'est trapu, quoi. Véhiculer la chaleur, alors j'ai pas très bien compris si à l'intérieur c'était de l'air dans les tuyaux, mais enfin, le pouvoir calorifique de l'air il est très faible, hein, donc je sais pas ce que vous allez balader comme puissance, avec quel matériau, avec les dilatations que ça va générer entre 500 degrés et 20 degrés peut-être à d'autres moments. Pour moi, c'est un projet très complexe. Et à mon avis, à l'arrivée, c'est pas un projet low-tech. Voilà, c'était la réflexion que je voulais faire. Et qu'à mon avis, le prototype, vous n'allez pas vous passer de l'intervention d'ingénieurs, de gens qui ont déjà travaillé là-dessus. Alors je pense, et ça pourrait être vraiment des projets de recherche finançables qui intéresseraient certainement l'ADEME, n'est-ce pas, Emmanuel? Ouais. Voilà. Tout à fait, mais voilà. Ça, on vous suit. Nous, on attend que des soutiens. Mais on a la volonté de rester dans le low-tech, et l'air, c'était dans cette idée-là. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, hein, parce que ce que j'ai dit, justement, on ne sait pas la longueur de tuyau nécessaire pour arriver à passer cette énergie-là. Je suis bien d'accord avec vous. En réserve, on a la possibilité de chauffer avec des sondes. Hein. Mais franchement, déjà faire travailler quelques ingénieurs de l'école des mines, juste sur des prédimensionnements, juste pour l'air, comme ça, ça va pas ça va être des projets d'études déjà pour des premières approches. Voilà. Bon, moi j'ai des contacts si besoin. Ah ben, je prends. Voilà, c'était tout. Pas de souci, on a quelques approches, mais pas assez précises, et on prend mieux, et ça c'est clair. Mon propos me concernant est d'apporter un point de vue. Le point de vue est le suivant, c'est que ENR et unité de stockage d'énergie initialement issues des ENR sont absolument complémentaires, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'inscrive dans les esprits. Quand je dis complémentaire, c'est en particulier sur le plan physique. Pourquoi ? Parce que l'offre, même sur un peu de territoire, quel qu'il soit, elle n'est pas égale à tout instant à la demande. Au contraire, c'est plutôt que le contraire qui se produit de manière très générale, voire quasi systématique. Et de ce fait-là, être en capacité de stocker, c'est aussi d'apporter des services en apportant de la valeur au territoire et en développant son économie propre. J'ai dit. Oui. Bah, je pense que moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'était le sens du développement. Oui. Après, c'est juste une remarque sur le titre. Stockage, en fait, c'est un moyen de flexibilité. Donc, stockage et flexibilité, c'est à la fois redondant et quelque part antinomique pour partie. Oui. Et non, mais donc, moi, j'aimerais bien que quand on parle de flexibilité, classiquement dans les esprits, en tout cas dans notre milieu, on fait référence à flexibilité de la demande. Et donc, flexibilité de la demande au sens sous-tirage, et en particulier, justement, par les particuliers. Et là, je voudrais apporter une précision, c'est que il y a un projet européen qui s'appelle ELF, auquel énergie citoyenne en pays de Vilaine, donc on va dire en Bretagne pour faire simple, a participé et a montré que la capacité pour des consommateurs que je vais qualifier de militants, parce qu'impliqués, intéressés au sujet, la capacité de flexibilité, elle est de 6% sur la demande. 6% sur 100, c'est quelque chose, mais ce n'est pas beaucoup.
Et le stockage est en capacité de faire bien mieux. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que j'ai pas mis d'ailleurs le stockage dans l'eau, qui est souvent abordé. Pour moi, c'est de la flexibilité, quoi. De faire chauffer le chauffe-eau dans la journée, c'est un stockage si on veut. De la même façon, le stockage en step, moi j'appelle pas ça du stockage. C'est-à-dire que quand les steps ont été mis en place, c'est pas pour stocker de l'énergie, c'est pour avoir à disposition de l'énergie au moment voulu. C'est un moyen de production plus que de stockage. Alors évidemment, ça stocke, mais le moyen initial, c'est la volonté d'avoir une énergie à disposition. Je peux justement sur ce point-là apporter un élément de précision. À l'échelle française, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, il y a justement des unités de stockage d'électricité sous forme chimique, donc en batterie, qui sont systématiquement à la base, leur régime de base, c'est d'être à 50% de leur capacité de stockage. C'est-à-dire qu'à tout instant, dans notre cas, lorsque RTE va leur demander, elles sont en capacité ou de soutirer au réseau lorsque l'offre est supérieure à la demande, ou d'injecter dans le réseau lorsque c'est le cas inverse. Oui, c'est l'équilibrage du réseau qui ne nous est pas accessible à nous, citoyens. C'est pour ça que c'est pas noté. Dans la même idée, le stockage inertiel, à l'origine, dès qu'il y a eu de la vapeur, il y a eu du stockage inertiel. Pour faire marcher une machine à vapeur, il faut une grosse roue à inertie. Et beaucoup d'usines fonctionnaient avec d'énormes roues à inertie pour utiliser la puissance avec une petite puissance de base, quoi. Les machines à vapeur à l'époque n'étaient pas très puissantes. Ils obtenaient énormément de puissance en lançant des roues, voilà, quoi. Choses qui ont créé des dégâts énormes dans des usines qui explosaient parce que la roue, elle se barrait. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Moi, je suis un peu embêtée puisque je me suis fait prendre ma question par monsieur, et c'était une question de non-expert. Donc, du coup, en tout cas de mon point de vue, du coup, je vais en poser une autre qui me vient comme ça, mais que j'ai dû improviser. Et c'est vrai que quand je vous écoute, je me situe moins où est le collectif citoyen, où est la gouvernance pour le stockage que pour la production. Est-ce que c'est toujours dans la société qui va finalement investir, ou est-ce qu'il y a le collectif qui peut s'organiser autour du stockage, peut prendre une autre forme, un peu plus diffuse. Et je vais pousser un petit peu plus loin la question. Est-ce que ce collectif-là change en fonction de la technique de stockage utilisée ? Oui, j'ai essayé de l'illustrer avec l'idée de la roue inertie dans une ferme où finalement le stockage ne nous appartiendrait pas, mais appartiendrait à la ferme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de gérer systématiquement, aller jusqu'au bout du stockage et de vendre l'électricité sortie stockage. On peut vendre l'électricité à l'entrée du stockage à quelqu'un qui maîtrise ce stockage-là. Et justement, dans la partie sable, chaleur, on va encore plus loin parce qu'on ne sort pas... on sort de la valeur chaleur qui n'est pas notre métier, c'est-à-dire on ne sait pas du tout comment on va faire pour, je vous dis ça, on pense à ça, mais je ne sais pas comment on va faire pour, c'est quoi le comptage chaleur, la valeur chaleur, comment que ça se vend, tout ça, voilà quoi. Ça se fait puisque les réseaux de chaleur fonctionnent comme ça, donc on sait que ça se fait, on ne s'est pas penché sur la question. Donc là on sort de notre côté citoyen sur l'autoconsommation collective, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas. Ou alors, on vend à Dalkia qui investit dans le stockage chaleur, on leur vend de l'électricité, vend de la chaleur derrière, je ne sais pas. Mais pour l'instant, avec l'EHPAD, ce serait plutôt dans cet esprit-là, quoi. Bon, voilà, je ne sais pas si ça répond bien, mais... J'aurais d'autres questions, mais je laisse la place. Non, mais il faut rester, parce que sinon il ne va plus y avoir personne. Oui, j'en profite pour dire qu'on peut accueillir une nouvelle vague d'intervenants, intervenantes. N'hésitez pas à prendre place, merci. Oui, j'en ai place. Oui, moi je me suis tout simplement posé la question, mais pourquoi le sable alors qu'en fait on reconnaît à l'eau d'être le meilleur caloporteur, meilleur matériau de stockage, on va dire. Ouais, pourquoi le sable en fait Ça a vraiment été notre première... la première idée, c'est d'avoir vu l'exemple Polar Energy, je crois, en Finlande. C'était juste des articles de presse, on n'a jamais rien vu d'autre, mais qui faisaient avec du sable. On s'est dit, tiens, pourquoi le sable, quoi. Et après, et donc en cherchant, la capacité calorifique de l'eau, c'est juste 5 fois supérieure au sable, c'est 4000 et quelques, le sable c'est 900, alors autant charger de l'eau.
L'eau a trois inconvénients. Un, c'est fluide, bon, c'est pas nouveau, mais donc il faut étanchéifier, c'est plus compliqué, voilà. L'eau, la chaleur dans l'eau, il y a une convection, et donc l'eau chaude se retrouve au-dessus, c'est plus difficile à isoler. Et troisième facteur le plus important, c'est que vous pouvez chauffer de l'eau jusqu'à 100 degrés, on peut s'arrêter à 99 même, on peut aller à 120, 150, voire 200 sous pression et tout, mais on quitte le champ de la facilité. Et on utilise l'eau chaude à 50 degrés. Quand on est bien équipé, voilà, 50, 60 degrés. Donc on a un delta de 40 degrés d'utilisation. Bien que ça soit 5 fois plus puissant, on n'a que 50 degrés d'utilisation, alors que du sable à 500-600 degrés ramené à 50, on a... voilà. Donc on a, finalement, dans le même volume, on stocke plus d'énergie utilisable que dans du sable que dans de l'eau. Même bien que l'eau soit 5 fois plus... Mais voilà. Okay. Après, ça reste possible à plus courte échelle, quoi. C'est possible. Des gens ont monté des maisons dans l'idée du gravier, hein, avec les Suisses. Il y a quelqu'un qui faisait ça en Suisse, qui mettait une tour à eau à l'intérieur, il construisait autour, et tout l'hiver, il se chauffait avec la masse thermique intérieure de la maison. Mais ça reste assez anecdotique. Et pour les pads, là, on parle de 10 000 kW parce que ça va être c'est le dessin, puis on a voulu faire un prototype. Mais par exemple, sur les pads, c'est 6 à 10 fois plus, quoi. Hein, donc, après, les masses d'eau, enfin voilà. Après, on tombe dans l'eau type Danemark, avec peut-être une faible amplitude, parce qu'il monte guère qu'à 80 degrés, donc voilà. Mais une récupération par pompe à chaleur, enfin une autre technique, mais ça reste jouable. Ok, merci. Bon, moi, c'est pas une question, enfin c'est peut-être une question, c'est une réflexion quand vous avez parlé de roues à inertie. Est-ce que vous êtes rapproché de gens qui ont beaucoup travaillé sur les roues à inertie, c'est les gens des satellites, puisqu'ils ont beaucoup utilisé de roues inertielles pour conserver de l'énergie et aussi interfacer avec des panneaux solaires. Donc, est-ce que vous les avez rencontrés? Parce que, voilà, que ce soit Ariane Espace, pas Ariane Espace, pardon, Ariane Group, et puis voir tous les constructeurs Airbus Espace. On les a pas rencontrés parce que les roues à inertie métallique principalement, enfin voilà, sont beaucoup utilisées aux États-Unis pour stabiliser le réseau. Ils utilisent ça plutôt que la batterie chimique. Ils utilisent là. C'est un prix qui est nettement au-dessus, quoi, par rapport à cette proposition de cette boîte qui veut le faire en béton, voilà et tout, par rapport justement moins d'utilisation de métaux critiques. Puisque c'est du béton, alors est-ce que le béton est moins critique que l'acier? Enfin voilà, ça peut se discuter, quoi. Mais voilà, quoi. Après, pourquoi pas? Enfin, voilà. Et on n'a pas connaissance en France de gens qui, peut-être qu'il y en a, hein, mais on n'a pas connaissance. Qui ont travaillé sur des roues, je vous dis, Ariane Espace. Oui, mais qui fabriquent. Ils ont fait fabriquer en France. Ouais. Ah oui, oui. Moi, on m'a dit que c'était aux États-Unis, mais bon, oui, pourquoi pas. On peut chercher. Oui, il faut chercher, mais il n'y a pas de... Surtout que le projet béton d'énergie Estrol, hein, il nous semble un peu au point mort. On devait aller visiter l'usine, on est en contact avec lui. Non, venez dans un mois, et puis à Sorcy, c'est un peu lettre morte, quoi. Donc on ne sait pas s'il a un souci technique par rapport... Il a posé 2 autres démonstrateurs par ici, dans un site EDF, pour faire du stockage réseau aussi. Pas du stockage réseau, des stabilisations réseau. Enfin, ils ont fait un test dessus. Peut-être que c'est pas concluant. Enfin voilà, quoi. Hein. Nous, c'est notre connaissance du sujet, quoi, pas plus. D'accord. Moi, j'avais deux réflexions. Première, c'est à Toulouse, nous, on va avoir de moins en moins besoin de stockage intersaisonnier parce que les besoins de froid vont être tels à cause des besoins de climatisation qu'ils vont probablement être assez vite supérieurs au chauffage. Donc, je pense qu'on aura plus de problèmes. Enfin, on aura un autre problème, mais donc ça, c'est la première réflexion. Par contre, il y aura probablement un stockage de froid à faire pendant quelques heures, parce que les besoins de froid vont être un peu décalés par rapport à la production de photovoltaïque plutôt en fin de journée. Et ça, à ma connaissance, ça a très peu été étudié techniquement, à part dans de la masse
qu'on n'a pas forcément dans les bâtiments, notamment les bâtiments neufs. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion qui n'a rien à voir, c'est pendant 20 ans, là, on a lutté tout le temps pour dire sur les idées préconçues du photovoltaïque, sur le recyclage, sur la durée de vie, patati et patata. Enfin, vous connaissez probablement, vous avez vécu, on l'a un peu moins. Est-ce qu'on ne va pas se faire la même chose sur les batteries électrochimiques, notamment le lithium, l'exploitation des mines, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une réponse au niveau du réseau sur ces questions-là qui soit complètement claire, parce que tu as parlé tout le temps de baisse de prix et tout, mais il faut parler de prix environnemental aussi, de prix social. C'est qu'on n'est pas prêt à faire des mines en France, on n'a pas envie, les Bretons, ils n'ont pas envie de voir les mines, l'exploitation du lithium de la presqu'île de Crozon, me semble-t-il, et c'est pas pour rien. Donc voilà, moi je pense que là-dessus, il faut quand même, avant de proposer ça au niveau des coopératives citoyennes, cette solution de batterie électrochimique, il faut qu'on ait quand même une réponse parfaitement claire, enfin moi me semble-t-il. Moi je suis pas encore rassuré là-dessus. Tu as la réponse peut-être, non ? Soit on peut parler en bipartite, soit on peut en partager à tout le monde. Ça risque d'être un peu le long si c'est à tout le monde. Mais on va dire les batteries lithium-ion, effectivement, elles sont, comme le PV, historiquement relativement critiquables. Si je résume, il y a de nouvelles technologies qui sortent et qui sont simples, en particulier sodium-ion, qui sont en cours d'avènement, et qui, par ailleurs, utilisent les mêmes chaînes de production que le lithium-ion. Donc on lève clairement des problèmes et environnementaux et sociaux. Et d'autre part, il y a aussi, y compris en France, des startups qui utilisent, qui en fait recyclent des batteries qui au départ sont destinées à des véhicules, mais qui de fait, les packs ne sont pas adaptés aux véhicules parce qu'un certain nombre de cellules sont défectueuses. Et donc il y a des startups dont le métier est de les ouvrir, de tester les cellules une à une et de reconstituer des packs pour des batteries stationnaires, et cette fois-ci sous forme de recyclage. Donc c'est pour dire que le système, globalement, il est en devenir plus vertueux et qu'il y a déjà des solutions qui existent, y compris sous forme de recyclage, y compris sous forme de sodium-ion, puisqu'en particulier CATL, qui est l'un des principaux producteurs de batteries au monde, met le pied sur l'accélérateur de sa production de batteries sodium-ion. Oui, c'est un peu ce que pas suffisamment développé dans les explications. Quand je mettais technologie en devenir, c'était un peu ça. C'est-à-dire que nous, on s'est engagé à ne pas utiliser de batteries lithium, mais d'attendre, si on veut mettre des batteries, notamment avant injection, on attendra que ce soit des batteries sodium-ion disponibles, quoi. Mais bon. Je ne voudrais pas provoquer, mais comme ça a été pour le PV, j'ai dit tout à l'heure qu'il a été très critiqué pour son aspect environnemental. On critique de la même manière aujourd'hui pour partie les batteries électrochimiques. Mais si je le fais court, le mieux ou l'idéal, c'est l'ennemi du bien. Et qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est que la transition opère, qu'elle soit fructueuse. Donc allons-y déjà avec ce qui est disponible. C'est mon point de vue. Oui, ça suppose des choix. Et c'est pour ça qu'on a un comité éthique qui va plutôt nous dire on va déjà travailler sur le sable, machin, pourquoi pas l'inertiel, et en dernier cours, on attendra d'avoir d'autres solutions que le lithium. Après, dans une conférence comme ça à Mutsik, il y avait un gars qui était un peu importateur de batteries, je pense, mais qui disait profitons-en, achetons toutes les batteries qu'on peut, puisqu'en fait on est en train de se faire un stock de lithium, puisque le futur lithium sera le lithium recyclé, quoi. Bon, après voilà, toutes les réflexions sur la nature. Après, sur la question du froid, notre chercheur là, associé, là, Thierry Laroche-Lambert, parle beaucoup, souvent, de cette approche, il appelle ça co-cyclage, je ne sais plus comment, de faire du chaud en même temps du froid, enfin de produire les deux, et voilà. Nous, on ne s'est jamais trop posé sur la question, parce que faire du froid chez nous, c'est pas forcément très nécessaire. Donc voilà, c'est pas tout à fait notre mais il y a une grosse, il faudrait regarder ce que lui produit, mais il y a une grosse réflexion là-dessus, quoi. Michel, oui. Ouais, alors juste deux réflexions. La première sur les maisons, ce que tu parlais tout à l'heure, là,
les gros réservoirs qu'on met, on construit une maison autour et tout ça. C'est pas si anecdotique que ça. En Suisse, toutes les semaines, ils sortent des maisons là-dessus. Il y a un spécialiste en Suisse, Génie Energetics, ça doit être ça à peu près son nom, qui fait ça. Il y en a une en Bretagne, au centre Bretagne, il y a un logement social qui a été fait comme ça, dans le territoire du Menet. Ces 3 gros ballons d'eau chaude, je ne sais plus quel canton, c'est énorme, et on construit la maison autour et ça accumule, ça stocke pendant l'été et ça redistribue. Donc je crois que c'est une solution aussi qui peut, alors c'est soit on construit la maison autour, soit on l'enterre sous terre. Enfin on le met sous terre et il y a plusieurs solutions. Enfin, voilà, donc c'est pas si anecdotique que ça, je crois que c'est sous-exploité aujourd'hui. Pour ce qui est du stockage, moi je crois profondément au stockage thermique, beaucoup plus pour le stockage thermique, en tout cas pour l'habitat individuel. Notamment parce qu'on a tous des consommations. Aujourd'hui, un ballon de 150 litres d'eau chaude sanitaire, ça représente entre 1300 et 1500 kWh à l'année. Donc on a un potentiel d'utilisation. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont un peu plus techniques, et l'Axe Énergie en fait une, mais qui est à destination aujourd'hui des logements sociaux principalement, avec un petit boîtier qui équipe de pilotage à distance pour faire ça et qui se développe énormément. On peut le suivre là. En plus, petite promo, les boîtiers sont fabriqués en Bretagne, à Lannion. Donc, qui est un système qui me paraît intéressant. Nous, ce qu'on essaie de développer là maintenant, c'est des systèmes simples. Alors, il y aura toujours un peu de domotique. Alors, on va pas revenir ici sur la question du low-tech. On essaie de le faire le plus simple possible. Et c'est notamment des petits systèmes de pilotage aujourd'hui qui permettent, on programme un appareil assez simple. En fait, dès que notre centrale produit plus d'une certaine quantité à une certaine période, on déclenche, on a la possibilité via des pilotages en fait à distance domotique si les personnes sont équipées, ou en tout cas les consommateurs qui ont des ballons d'eau chaude électrique, de déclencher leur ballon d'eau chaude électrique pour faire du routage en fait. On fait simplement du routage et à ce moment-là on sait qu'ils seront consommateurs et qu'on pourra leur distribuer. Donc on essaie de travailler sur cet aspect-là au niveau de la flexibilité, en stockage thermique chez nos clients au niveau des ACC. Et le deuxième, c'est plus sur de la flexibilité, c'est de l'incitation, comme on fait pour inciter les citoyens à consommer, en tout cas préférentiellement aux heures là où on a du surplus. Nous on sait que sur certaines boucles, notre surplus c'est le dimanche après-midi en été, par exemple. Donc comment on favorise ces consommations à ce moment-là. Et donc on va passer par des heures de tarifs, des tarifs différenciés en fonction des heures. Ce qui est plus facile, puisque nous, comme on gère la clé de répartition et le logiciel, on peut le programmer un peu comme on veut. Et ça sera notamment, comme on travaille au forfait, nous, on décompte sur le forfait 1 kWh, par exemple, au client, et il en a 1,5 qui lui est distribué. Voilà, on pense à des systèmes comme ça. Et 1 ou 2, on ne sait pas encore, en fait. Et on a baptisé ça les happy water. Voilà, on fera des happy water de l'électricité. Mais là, c'est plutôt, on travaille sur l'incitation, donc c'est d'inciter de façon volontaire les habitants à décaler leur consommation et à ce qu'ils aient un petit signal prix malgré tout derrière qui puisse le faire, quoi. Voilà. Pour accompagner ce que tu dis, il faut aussi qu'on ait en tête les évolutions, y compris des data centers, des demandes autres, de l'acculturation des gens et qui peuvent aussi donc surtout en termes de journée, aplanir les pics. Moi, la question que je me pose, si on base notre système sur de l'achat d'électricité pas chère, ou de la valeur pas chère d'électricité, à force de stabiliser le réseau, est-ce qu'il y aura encore de l'électricité pas chère? C'est-à-dire que l'électricité est chère parce que le réseau est très déséquilibré. Si on travaille trop bien à l'équilibrer, il n'y aura plus les moyens de... je ne sais pas si vous comprenez, mais les moyens de la gestion du déséquilibre, quoi. C'est un peu... tordu ce que je dis, mais voilà quoi. Dans le temps, c'est-à-dire qu'on a connu des technologies qui ont été mises en avant et qui, 4-5 ans après, sont devenues obsolètes parce que le besoin a disparu, quoi. Voilà quoi. Je pense qu'on en a encore pour un moment avec ces questions, surtout avec le développement du solaire et de l'éolien. Mais nous, dans le même temps, on essaie de développer, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi tout un pan de développement de l'hydraulique pour justement compenser le déséquilibre, voilà, et été, hiver. Et principalement, autant je pense que le déphasage journalier, c'est assez facile à gérer, autant le déphasage été-hiver, il est beaucoup plus. Surtout que si on arrive à consommer toute notre électricité produite l'été en été, il reste que l'hiver, on va consommer beaucoup d'énergie. Avec quels moyens techniques, et voilà. Et peut-être qu'il y a intérêt
a quand même suffisamment stocké d'électricité de l'été vers l'hiver, enfin sous forme de chaleur, mais voilà, même si on aurait pu peut-être la consommer en été, puisque ça répartit mieux la nécessité de production toute l'année. Enfin, ça, c'est des réflexions qui ne doivent pas nous appartenir à nous, collectifs citoyens, et qui devraient appartenir à d'autres. Mais enfin voilà, un peu. Oui, non, mais je trouve, mais pour les plus gros projets, nous, si on va travailler sur des centrales qui seront plus grosses, moi, l'intersaisonnier, j'y crois beaucoup aussi, mais sur les plus petits projets qu'on gère aujourd'hui, voilà. Puis ça me faisait doucement sourire, l'électricité pas chère. Parce que nous, en Belgique, elle est à 35 centimes, quoi. Donc effectivement, il y a beaucoup de pays qui aimeraient bien l'électricité au prix où on l'a en France aujourd'hui, mais on s'en rend pas compte. En fait, on a l'impression que c'est cher, que ça augmente, mais en fait, c'est quand même beaucoup moins cher que dans beaucoup de pays aussi. Hervé, oui. Oui, je voulais partager avec vous une réflexion, parce qu'effectivement, j'évoquais le projet sur lequel on travaille, qui est le projet de Bongraine, écoquartier de 800 logements. Le problème de la régulation, effectivement, nous intéresse beaucoup, c'est pour ça que je suis là, mais je suis quand même très triste de constater que l'aménageur de l'écoquartier n'a eu aucune réflexion globale sur l'énergie. C'est-à-dire qu'il a conçu un réseau de chaleur en biomasse avec compensation au gaz. Il nous fait travailler sur l'autoconsommation collective. Il fait travailler les architectes sur des bâtiments de type bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Mais il n'y a aucune réflexion. Et c'est nous qui avons dû porter la réflexion avec les architectes pour avoir des toitures PV ready. C'est nous qui l'interrogeons sur y aura-t-il des voitures électriques, comment seront rechargées les voitures électriques. Et j'ai l'impression que ce problème de stockage arrive tout à la fin, et c'est comme si on est en train d'assister à du gâchis parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion globale sur l'énergie. Parce qu'effectivement, l'électricité, c'est une forme d'énergie sur un espace donné, avec des besoins qui sont des besoins qu'on peut analyser et pour lesquels on peut trouver des solutions complémentaires. Donc mon message, c'est, sauf si on arrive, tout est en place, mais si on est sur des projets en construction, se battre vraiment pour avoir cette réflexion globale. C'est vraiment le travail de Thierry de la Roche-Lambert qui est en train de mener sur des logements sociaux à Strasbourg tout un travail pour développer ce qu'il appelle les séries, là, donc de mettre tout en ligne pour justement éviter ce gâchis et d'arriver après coup. On comprend bien aussi que, là on le voit bien, puis on peut parler des énergies, enfin des stockages proposés par l'ADEME, enfin proposés, qui sont notés par l'ADEME, on va très facilement vers de la technologie. C'est pour ça que nous, on se bat pour toujours dire low-tech. Voilà, même si des fois on nous prend... Mais si on ne dit pas sans arrêt low-tech, on est emporté, même nous, par l'attrait de la technologie, et voilà quoi. Et quand vous voyez, enfin le système, pas me faire que des copains chez Negawatt, hein, et encore moins chez Solagro, mais le système Power Gas to Power là, ben, c'est un vrai stockage à pognon public, hein, mais c'est tout. En termes de rendement, c'est quasi zéro, quoi. Enfin, il faut quand même être réaliste de ça. Aujourd'hui, l'idée quand même de se servir du biogaz et de la partie production de CO2 du biogaz, puisque dans le biogaz il y a moitié de CO2 par rapport au CH4, voilà, de s'en servir pour reformuler, recraquer, je ne sais plus le terme exact, pour en faire des substituts pétroliers. Et en même temps, de construire un gazoduc qui va partir de Lille pour venir jusque dans le Grand Est, pour collecter tout l'excès de CO2 pour aller l'enfuir en mer du Nord. Hein. Et donc là, voilà. Alors qu'à la base, quand on fait du méthane, si on avait mis la matière organique qu'on a mis dans le méthaniseur, si on l'avait mis dans le sol, on stockait tout de suite. Par le biais du carbone, on stockait le carbone dans le sol tout de suite. Là, on va se débarrasser du carbone en l'amenant jusqu'au milieu de la mer du Nord. Après, enfin, c'est complètement, c'est assez délirant, quoi. Et personne ne fait l'équilibre global de cette valeur, quoi. Voilà, bon, ils disent, enfin, c'est bien dit, hein, qu'il n'y a pas de rendement, mais c'est bien pire que ce qui est dit là, parce que la façon de produire l'énergie est aussi
soumises à caution au travers du biogaz, quoi. Et donc, mais seulement, ça rassure, ça attire facilement des sommes assez colossales voilà, quoi, les levées de fonds et le nombre de faillites dans l'hydrogène ces derniers temps, c'est assez phénoménal par rapport à la levée de fonds qui a eu lieu. Hein. La région Bourgogne-Franche-Comté, notamment autour de Besançon, qui s'était fait le chantre du voilà et tout, voilà, quoi, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, économiquement, ça ne tient pas la route. Alors, je voulais juste rebondir sur la réflexion sur les panneaux photovoltaïques. C'est vrai qu'il y a des aberrations. On va poser les panneaux sur les bâtiments. On ne peut pas avoir les panneaux dans le permis de construire du bâtiment, parce que les panneaux photovoltaïques dégradent le bilan carbone du bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend en compte que leur fabrication et pas leur durée de vie. Donc on est obligé d'attendre que le bâtiment soit construit, qu'il soit réceptionné pour faire une demande supplémentaire et venir 6 mois après installer nos centrales avec un nouveau chantier, Voilà. Bonne fin de journée. Enfin, ça peut se régler juste par les délais. On peut faire 2 chantiers, un avec un permis de construire, l'autre sans permis de construire ou une DP. Et l'un s'enchaîne avec l'autre, ça sera avec les mêmes échafaudages. Mais effectivement, c'est des absurdités, je dirais pour moi, administratives. Mais techniquement, tout le monde arrive à se débrouiller, hein, quand même du bon sens, quoi. Moi, je pense que la question du stockage intrajournalier, voire hebdomadaire, c'est une fausse question. Parce que, qu'on le veuille ou non, on va avoir une électrification des mobilités, de tout type de mobilité. Moi, je suis en autonomie avec 5 kW crête, avec une voiture électrique, et bon, je raisonne beaucoup mes consommations. Ma voiture consomme largement ma production. Donc je pense que là, il y a des changements d'habitude à mettre en place. Ça, c'est vraiment de la volonté. Je ne vois pas le besoin d'acheter des nouvelles batteries pour l'intrajournalier, voire l'intra-hebdomadaire. Par contre, le stockage, disons, saisonnier, il ne faut pas se focaliser que sur le solaire. Je suis désolé, l'éolien est là aussi en partie pour ça, et ça souffle quand même plus l'hiver que l'été. Donc les réflexions, elles devraient vraiment être globales, prendre le temps, et il n'y a pas une solution, il n'y a pas des solutions, il y a des multitudes de solutions. Et il va falloir s'adapter. Ça, je crois que si on reste dans du monolithique, on va vraiment dans le mur. Ouais. Rien à dire de plus. Il y a de l'hydraulique aussi, il ne faut pas oublier. Micro-hydraulique, tout ça. Il y a des projets sympas aussi là-dessus. Je vais juste faire avancer le schmilblick avec des idées farfelues. Mais parce que c'est plutôt... j'en sais rien. J'ai un questionnement qui nous est arrivé l'année dernière par rapport à la flexibilité et aussi par rapport effectivement aux consommations d'énergie qui sont nécessairement plus importantes en hiver qu'en été. Historiquement, on avait décidé de prendre des vacances l'été pour que les enfants puissent aider leurs parents dans les champs. Et du coup, aujourd'hui, on prend nos vacances l'été parce que c'est sympa, il fait beau. Alors que c'est un moment où on pourrait produire énormément dans les usines, dans nos industries, etc. Mais non, on ferme tout ça pendant 3 semaines, on fait de la maintenance, alors que c'est le moment où il y a une énergie énorme disponible, quoi. Donc voilà, les grandes vacances en janvier, c'est sympa. Et je vais pas me faire vu le débat sur le décalage de l'heure, je te souhaite de mener le décalage. Je vais pas me faire des copains, mais et une autre idée farfelue et absolument pas applicable. Mais on est dans un réseau électrique interconnecté en Europe, et on est tous en week-end le samedi et le dimanche. Et en fait, c'est absurde, mais c'est vrai que si certains pays prenaient leur jour de pause à des périodes différentes, potentiellement, en fait, on arriverait avec cette flexibilité à optimiser un peu mieux nos consommations d'énergie aussi à l'échelle européenne, quoi. Je sens que ça fait réagir. J'en profite pour inviter les gens à venir prendre place autour de la table ronde participative puisqu'elle est peu remplie en ce moment. Donc n'hésitez pas à venir partager vos réflexions, idées, questionnements, doutes. Merci. En attendant, juste pour dire, notre comité d'éthique nous a imposé d'utiliser des panneaux Voltec, fabriqués à 80 km de chez nous. Voilà quoi, quel qu'en soit le prix.
Merci beaucoup. Colin, je trouve ça chouette ce que tu as fait là sur l'agglomération de toute la biblio, etc. J'avais suivi récemment le webinaire d'Espul, où il y avait quelque chose qui était quand même assez important, je pense, à prendre en compte, qui manquait peut-être, c'était la file d'attente des développeurs sur donc tous les projets qui sont en demande de raccordement. Alors j'ai plus les chiffres et les dates, etc., mais c'était colossal et ça remplissait les objectifs pour quand même une paire d'années avec le... Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des développeurs qui ont pris certainement les bonnes places sur le stockage pour le réseau, le gros réseau RTE, quoi. J'avais une petite question à un moment donné, dans une parenthèse, il y avait marqué produit blanc, je crois, dans l'électricité. Ouais. Je me posais la question ce que c'était. Oui, effectivement, je n'ai pas précisé, j'ai dû chercher moi aussi, parce que c'est pas intuitif, c'est l'électroménager. Ok. La vaisselle, machine à laver qui sont blancs, de manière générale. J'imaginais la machine à laver, mais ok. D'accord. Et François, donc je viens de Perpignan. Je partage un petit peu l'avis de Jacques de Citoyennaire de Toulouse sur les difficultés techniques, scientifiques autour du stockage. Il se trouve qu'à Perpignan, il y a un laboratoire d'énergie solaire qui s'appelle Procédés Matériaux Énergie Solaire, qui travaille beaucoup la question du stockage, notamment depuis la centrale. Il y a une centrale à Tours, à côté du grand four solaire d'Odeillo, et donc la production du coup thermodynamique avec du solaire à concentration et tout ce que ça demande de stockage. On a parlé de quelques startups sur le sujet. Il y en a une à Toulouse qui s'appelle Ecotech Ceram, qui est issue du labo d'énergie solaire et qui travaille sur des matériaux de stockage et les process de stockage thermique. Alors avec soit stockage chaleur sensible, donc sans changement de phase, ou chaleur latente avec changement de phase, la progression thermique, donc selon la conductivité, etc. Et avec tout un tas de types de matériaux. Alors, il y avait notamment la cophalite à un moment qui est une céramique, donc qui est la vitrification de l'amiante. Et bon, il y a aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, les déchets inertes, etc., les déchets finaux qu'on ne sait pas traiter autrement. Et donc, je peux être là un peu selon le besoin, les connaissances qu'il y a, s'il faut mettre un petit peu en relation avec des personnes qui travaillent ces sujets-là. Mais oui, c'est sûr que je partage l'avis de Jacques, où je pense qu'il y a des contraintes thermiques, des contraintes techniques qui vont certainement nécessiter des approfondissements, peut-être un peu à l'inverse du low-tech, mais à voir, quoi. On avait un peu, c'est vrai, suivi ça, mais faut être conscient. Moi, j'apporte une expérience de ce que l'on essaie de mettre, mais vraiment à notre très modeste mesure. Peut-être qu'on en annonce plus que ce qu'on est réellement capable de faire. Mais l'idée de la présence ici est en même temps d'avoir eu les fonds NRCom. On a bénéficié de ces fonds, on se dit, mais l'idée, c'est vraiment que que d'autres s'y mettent. Nous, on ne veut pas prendre le lead là-dessus. Je veux dire, voilà quoi. Et c'est clair qu'il y a d'autres, comment dire, techniques, visions, qui peuvent être adaptées totalement à chaque pays, chaque projet. Et voilà, nous, on est enfermé sur notre projet, machin et tout. On essaye d'avancer modestement dessus. On n'est vraiment pas pour dire qu'on sait tout, loin de là. Et puis c'est bien, tout ce qui se dit très bien. On est prêt à prendre les infos et les redistribuer après. On va encore bien jouer ce rôle-là pendant un petit moment, quoi, et tout, mais on n'a pas du tout la capacité à être le centre technique du stockage chaleur c'est pas du tout le truc. Mais on y participera si ça se fait. C'est que Énergie Partagée puisse lancer une initiative dessus. Moi, ça me semble très bien. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et on prend l'aide avec grand plaisir.
Moi, j'ai une réflexion très anecdotique et puis une question qui l'est peut-être moins, mais la réflexion très anecdotique, je me pose la question de savoir si ce bâtiment-là, s'il y a de l'énergie solaire dessus, et auquel cas, ça serait bien qu'ils mettent du stockage, parce que faire tourner une clim, se geler alors qu'il fait 27 degrés dehors, enfin, franchement, je sais pas comment est gérée l'énergie du bâtiment ici. Je serais curieux de savoir, mais j'espère que je suis pas le seul à avoir froid un petit peu. Ouais. Enfin, c'est quand même aberrant, quoi. Aberrant. Donc, c'est pour nous montrer les limites de ce qu'on peut raconter, quoi. Autre chose moins anecdotique, on a entendu parler depuis quelque temps de stockage entre guillemets virtuel, bon, qui doit avoir virtuel que le nom parce que ça doit bien être stocké quelque part. Bon, et mis à part le fait que j'ai cru comprendre que pour certains c'était un moyen comment dire, un moyen financier, quoi. Bon, c'est pas péjoratif forcément dans ma bouche, mais je voulais savoir est-ce qu'il y a des sociétés citoyennes qui ont déjà testé ce genre de dispositif, peut-être à la marge pour optimiser ou pour du moins rentabiliser quelque chose qui ne le serait pas. Voilà. La réponse que je peux faire par rapport à ça, chaque fois que quelqu'un vient me voir, j'ai une proposition, c'est de l'énergie, du stockage virtuel et tout, je dis, les fous dehors, quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse à donner, c'est de l'arnaque pure et simple. On ne peut pas imaginer qu'une boîte soit capable de stocker de l'électricité produite en excès l'été et de la restituer pour le même prix l'hiver. Enfin, c'est absolument pas envisageable. C'est même pas du stockage, hein, de toute façon, c'est un jeu d'écriture. Ça s'est fait il y a longtemps avec une certaine, peut-être cohérence, j'en sais rien. Mais quand vous regardez, vous avez un abonnement. Et si vous ne remplissez pas votre abonnement au kilowattheure près, vous êtes perdant, de toute façon. Et puis vous êtes perdant à chaque fois, de toute façon, maintenant. Non, aujourd'hui, au début, ça a existé. Enfin, franchement, je ne suis pas spécialiste, il y en a d'autres qui peuvent dire. Mais à mon goût, aujourd'hui, c'est le support d'une arnaque, quoi. Voilà, quoi. Ou solaire. Je peux répondre un peu aussi là-dessus. Il y a quand même, moi je connais des gens qui ont fait du stockage virtuel depuis 3, 4, 5 ans là, c'est rentable aujourd'hui, mais c'est effectivement pas durable. Il y avait NERCOP qui avait fait une note d'opposition là-dessus il y a bien 3 ans aussi en disant qu'ils feront jamais ça, parce que c'est du jeu clairement financier, quoi. Donc en termes énergétiques, il y a assez peu de logique économique durable, quoi. Et du coup, j'en profite. Ouais, voilà. C'est la réponse que je peux apporter. Si quelqu'un d'autre a une réponse, il peut bien sûr venir pour compléter ça. Et du coup, j'ai une autre question. Si quelqu'un a la réponse aussi, j'ai pas retrouvé dans mes papiers, je cherchais. Mais il y avait Negawatt qui a sorti il y a 1 an, je pense, un rapport sur le lithium par rapport à son exploitation. Enfin, c'est les ressources en lithium. Et l'accessibilité des ressources en lithium, j'ai aucun chiffre en tête et donc je ne veux pas dire de conneries. Donc c'est pour ça, si quelqu'un les a ici, parce qu'on a quand même un public assez compétent, venir compléter ça. Mais dans la synthèse de ce que j'avais compris, c'est que même leur scénario le plus sobre, parce que c'est leur métier initial, en consommation d'énergie, en stockage, en capacité de stockage, même celui-là consommerait, et j'ai pas le chiffre exact, mais plus que ce qu'on était en mesure d'extraire en lithium. Voilà, ça ne répond pas exactement à la question, à mon avis, mais ça s'en approche quand même. Il y a eu tout dernièrement, à la fin du mois dernier, il me semble, un webinaire ESPUL, globalement sur le stockage. Tu y as participé ? Oui, j'y étais, oui. Et ben, dans ce cas-là, tu as vu que les batteries stationnaires, elles ne représentaient au plus, au mieux, dans, entre guillemets, le pire scénario possible en termes de développement massif des unités de stockage stationnaires sous forme de batterie, ça représentait au plus 10% du besoin de lithium à l'échelle de la planète, parce que les 90 autres % étaient occupés par les véhicules. Juste pour rajouter aussi concernant le scénario Negawatt, il faut savoir que tout ça est en discussion actuellement, parce qu'il va y avoir le nouveau scénario là, qui va sortir fin de l'année. Et notamment toutes ces questions, parce que moi je vais probablement devenir ambassadeur du scénario comme ils en cherchent là maintenant, et probablement que même ces études-là vont être pas totalement abandonnées, mais totalement revues et réactualisées. Donc il faut mieux attendre, à mon avis, effectivement plutôt après l'été, voire la fin de l'année, que le nouveau scénario sorte, parce qu'il y aura pas mal de modifications. D'après ce qu'on en sait là pour l'instant par l'association, il y aura quand même pas mal de modifications par rapport au scénario précédent. C'était juste sur Negawatt.
Je reviens sur le webinaire d'Espul qui a eu lieu il y a 2-3 semaines, que j'ai vu aussi. Il y a le replay qui est disponible et qui sera partagé à la fin du diaporama. Et il y a aussi eu un webinaire Negawatt sur le stockage, il y a 15 jours aussi, donc ce qui prouve bien que c'est un sujet qui intéresse du monde. Et j'ai pas encore le replay, mais j'essaierai de l'avoir et de le mettre également dans le diaporama, si vous voulez creuser. Il nous reste une dizaine de minutes pour des dernières interventions, si quelqu'un souhaite venir s'installer ou parler depuis sa chaise, s'il préfère, ou elle préfère. Un commentaire qu'on a fait un tout petit peu ce matin sur les sujets, enfin moi j'étais sur la partie PMO mutualisée, là. Mais en fait les métiers de la production, enfin, être producteur d'énergie, c'est plus juste produire des kilowattheures. Enfin en tout cas ça a été le cas historiquement, et tous les collectifs citoyens se sont développés là-dessus, et pas que les collectifs citoyens, la majorité des business plans des producteurs. Et ça c'est vraiment en train de enfin c'est pas vraiment, ça a changé déjà un petit peu l'année dernière, mais là tous les dispositifs de soutien disparaissant, c'est plus ça le sujet, c'est plus produire des kilowattheures, c'est produire des kilowattheures au bon moment et au bon endroit dans une certaine mesure, même si le bon endroit c'est qu'il n'y a pas encore de modèle économique très établi. Tout ça pour dire que envisager le stockage juste comme un report de l'énergie d'un instant A à un instant B, c'est un modèle économique du stockage, mais c'est pas le seul. Du coup, la majorité des stockeurs aujourd'hui, enfin en tout cas des batteries, elles se développent sur des modèles économiques hybrides où il y a plusieurs sources de valeur. Il y a le décalage de la production, enfin de kilowattheures, mais il y a aussi des services au système ou des systèmes d'assurance pour le consommateur, ou de la bascule hors creuse hors pleine, ou du jeu sur les marchés de l'énergie. Bref, tout ça pour dire que de mon point de vue un peu extérieur, je n'appartiens pas à un collectif citoyen. Je fais du conseil plutôt que pour les collectivités, mais peu importe. Il va falloir aller vers les notions de communauté énergétique. Alors, même si juridiquement, on n'est pas capable de le faire complètement aujourd'hui, peu importe, mais en tout cas, dans la notion de communauté énergétique, il y a les sujets on n'est pas juste producteur. On est possiblement fournisseur, on est stockeur, il y a de la flexibilité. En tout cas, il va falloir penser le système énergétique comme un service. Vous en avez parlé, monsieur, là, sur le quartier. Et effectivement, faut penser le système énergétique dans son ensemble demain. Alors c'est vrai sur l'électricité, mais c'est encore plus vrai à l'échelle multi-énergie. Si on veut aller chercher des solutions intelligentes, sobres et puis efficaces. Donc voilà, le stockage et la flex, ça oblige à plus être simplement producteur. Il va falloir penser la production en termes de services pour les usagers, donc la corrélation avec la consommation. C'était un commentaire que j'avais. Faut voir que ce débat-là, stockage et flexibilité, effectivement, là, c'est très à la mode. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre pour tous les acteurs, c'est qu'on n'est plus juste producteur. Il va falloir penser le système dans la corrélation production-consommation. Et dans mes aspirations les plus ambitieuses, il faudrait aussi, ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais en tout cas qu'on pense le réseau au milieu de tout ça, parce que RTE et Enedis nous annoncent des 100 milliards chacun d'investissement d'ici 2040. 100 milliards, ça fait possiblement beaucoup de turp pour tout le monde. Alors si on augmente beaucoup les consommations, peut-être ça sera relativement indolore. Si ça ne se passe pas exactement comme prévu, ça ne sera pas trop indolore. Et du coup, on a un enjeu collectif à comment ces développements peuvent aussi servir les réseaux, aller trouver de la valeur sur le réseau pour maîtriser collectivement les investissements. Et je reviens sur mon discours de ce matin sur la nécessité de rapprocher les collectifs citoyens des collectivités, les collectivités qui sont propriétaires des réseaux. Alors même s'il y a un manque de maturité aussi notable sur le sujet, elles ont un intérêt, et c'est à peu près les seuls acteurs qui ont intérêt à maîtriser les investissements sur le réseau, enfin défense de cet intérêt général. Et du coup, on a intérêt collectivement, collectifs citoyens et collectivités, à être beaucoup plus forts là-dessus pour que le développement des circuits courts soit aussi au service de la maîtrise des investissements des infrastructures, parce que ça va nous coûter cher longtemps dans le temps. Voilà. Non, concernant les réseaux, il y a aussi un projet, des études qui sont faites actuellement, parce qu'on a un réseau électrique qui est dimensionné aujourd'hui en puissance pour supporter le pic.
le pic de consommation qu'on fait en février. Tout le reste de l'année, il est en sous-puissance. Et donc, comment on fait de la flexibilité, enfin, si on garde ce terme-là, pour ne pas augmenter justement cette puissance du pic qui augmente d'une année sur l'autre, d'autant plus avec l'électrification, et comment on répartit mieux ce pic national ou ce pic régional, hein, si on le prend au niveau de la région, pour ne pas devoir surdimensionner finalement le réseau. On le dimensionne pour un pic annuel, janvier-février, et tout le reste de l'année, en fait, il est surdimensionné. Donc, comment on fait pour mieux répartir aussi? C'est aussi une question vachement intéressante, en fait, sur les réseaux à la fois très haute tension, et puis même, ça peut se décliner à des mailles beaucoup plus petites, finalement. Et quand on parle de 100 milliards, du coup, un des enjeux des 100 milliards, c'est de surdimensionner le réseau, mais pour le pic de production de l'été, quoi. Enfin, en tout cas, c'est en partie lié à ça. Le raccordement des ENR, c'est un des gros postes de ces 100 milliards, à la fois sur le réseau de distribution et 100 milliards sur le réseau de transport. Donc, collectivement, on a cet enjeu. Et accessoirement, les détracteurs des ENR se servent de ces 2 fois 100 milliards pour dire que les scénarios avec beaucoup d'ENR coûtent beaucoup plus cher que les scénarios avec nucléaire. Parce que du coup, il y a des coûts système tels que c'est construit aujourd'hui, il y a des coûts système et des coûts réseau qui sont plus importants. Parce que on les réfléchit dans le mode d'organisation qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on aurait intérêt à... par exemple, ce que fait le Danemark, effectivement, là, il y a un papier alors que je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu passer là sur LinkedIn la publication de ça, il y a un papier qui montre que pour qu'un système 100% NR fasse la démonstration qu'il est moins cher que des systèmes 100% décentralisés, qu'il est moins cher en coût système qu'un système centralisé, en fait, ça marche parce qu'on fait du couplage entre les énergies, ça marche parce qu'on fait attention au réseau. Donc il y a une démonstration scientifique là, qui vient d'être faite au Danemark sur le sujet-là, mais c'est parce qu'il y a tous ces couplages de l'écosystème qu'on a ces économies. Si on le pense en silo, vaut mieux rester dans un système centralisé en termes de coûts. Merci. On va prendre une dernière intervention de Monsieur Assis et on clôturera. Merci. Oui, alors moi je ne vais pas du tout vous parler technique. On a parlé de Négawatt, juste pour rappeler, signaler que Négawatt, pour son nouveau scénario, a besoin d'argent. Il a besoin de 100 000 euros. Donc c'est un appel aux dons qu'ils nous ont fait, donc que je relaye si vous ne l'avez pas vu passer. Alors un tout petit détail dans les slides, il me semble que j'ai vu quelque part des kilowatts par heure, donc il faudrait corriger. Je suis désolé, mais ça me gêne toujours un petit peu quand il n'y a pas les bonnes unités. J'ai vu aussi Austin Tita. Je peux en rajouter un autre, s'il vous plaît. C'est que dans les diapositives, il est écrit que les ENR sont non pilotables, ce qui est absolument faux, puisqu'elle le démontre presque quotidiennement. C'est qu'à chaque fois que l'offre est supérieure à la demande, on demande aux ENR de s'effacer, justement. Et donc elles sont absolument pilotables et à un pas de temps qui n'a rien à voir avec le nucléaire. Ok. Et pour finir, j'ai une petite inquiétude pour la coopérative qu'on a vue là. On a vu une bande de jeunes sur un toit qui fait de l'autoconstruction. Moi, je suis autoconstructeur. Je ne suis pas assuré, je m'en fous, c'est ma baraque. Là, quand on construit sur la maison d'autrui, quelle est la responsabilité des constructeurs? Comment sont-ils assurés? Quelles sont leurs qualifications? Alors là, je suis très inquiet pour vous quand même. Non, vous en faites pas. On a des gens très pointilleux sur la sécurité dans le groupe, donc c'est pris en charge par rapport à l'assurance. Bon, on a une activité associative qui couvre ce genre de choses. On ne va pas jusqu'au bout donc en termes de branchement, et voilà, on fait que poser du verre sur des toits, et voilà. Donc ça ne nous engage pas en responsabilité par rapport aux dégâts, voilà. C'est le poseur qui prend la part de responsabilité, il accepte, voilà. Et c'est clair que pour les assurances, mais pas sur ce thème-là, mais sur les assurances en général, on a énormément de mal à trouver des assureurs qui trouvent toujours la bonne excuse pour ne pas nous assurer. Rien à voir avec l'autoconstruction, hein, mais simplement, voilà, ils vont même pas jusque-là parce qu'ils n'y comprennent rien, et que ça devient compliqué sur le domaine de l'assurance. Mais dans les discussions, il me semble qu'on n'est pas tout à fait les seuls dans le cas, quoi. Mais vous en faites pas, ils sont sérieux. On n'a pas vu, mais ils avaient tous les systèmes de sécurité. On n'a pas bien vu. Oui, très bien. Ça reste quand même la responsabilité du président de l'association s'il y a un jeune qui tombe du toit, quoi.
Enfin, le plus jeune, il doit avoir mon âge, hein, vous en faites pas. Donc, ils n'avaient pas de cheveux blancs, ceux que j'ai vus. On commence à s'éloigner des sujets de la table ronde, donc je vous propose de s'arrêter là. Merci pour toutes les contributions. Et quelques mots pour finir. Donc, c'était un atelier un peu exploratoire pour sonder votre intérêt, vos questionnements, vos doutes, vos craintes sur le stockage et la flexibilité. Il y aura un autre atelier sur ces sujets-là aux Rencontres nationales énergie citoyenne à Redon au mois de juin. Ce sera animé par Bruno ici présent, donc il prendra la suite de cet atelier pour aller plus loin dans les réflexions. Et l'idée après, c'est de voir un peu comment on poursuit ces réflexions, soit via un groupe de travail, via une note de positionnement ou autre, pour voir comment on prend position par rapport à ces sujets. Je vous laisse, vous pouvez sortir, aller prendre la lumière du jour à travers les vitres rapidement. Et il y aura une session clôture ici même à 17h. Merci.